Bonjour Sophie, merci Bonjour d'être Mathieu. présente avec nous aujourd'hui pour parler de ce thème que sont les marques digitales natives, donc aux approches disruptives. On va faire un petit rappel de ce que sont Cézanne et le Petit Ballon. Donc Daniela, tout d'abord, vous êtes à la tête des opérations de retail de Cézanne. Fondée en 2013, c'est une marque qui a révolutionné le monde du prêt-à-porter à Paris, avec 600 références, plus de 25 000 commandes effectuées chaque mois et une trentaine de salariés. Cézanne a déjà séduit 30 000 clientes à Paris avec son style, comme je le dis si bien, très parisien et son aspect très exclusif. Sophie, le Petit Ballon, l'expérience Petit Ballon a été lancée en 2011. Le Petit Ballon, c'est la nouvelle star des cavistes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la star du commerce par abonnement, la démocratisation du vin. Donc le Petit Ballon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? 35 salariés, 90 000 abonnés, présence dans 3 pays et 1 million de bouteilles expédiées en 2017. Alors Daniela, on va commencer avec toi. Voilà, oui. On a dit qu'on se tutoyait tous les trois tout à l'heure. Donc toi, tu as 30 ans d'expérience dans la distribution. Daniela, tu étais auparavant à la tête du magasin Merci à Paris. Quelle tendance tu observes sur ces 30 ans quant à la transformation du retail ? Donc, j'ai eu la chance de participer donc, à 2 expériences majeures, on va dire, du retail à Paris dans ces 10 dernières années. Et je pense que, pour reprendre un peu ce qu'on a entendu maintenant depuis le début de l'après-midi, le client reprend sa place. Il est tout à fait au cœur du retail et donc de toutes les attentions qui lui sont portées. Et donc, on observe aussi d'autres transformations, par exemple des transformations du côté des timings, donc dans le déroulement de l'activité commerciale au cours de l'année. Donc, autrefois, on avait donc dans le commerce de détail des dates importantes qui étaient Noël, la fête des mères, la Saint-Valentin, les soldes, etc. C'était des moments de pic de chiffre d'affaires. Mais actuellement, donc on observe donc un changement parce que donc il y a des collections de plus en plus nombreuses donc qui sont présentées dans des magasins. Paris est un peu donc la capitale quand même de la mode et de beaucoup de salons. Donc il y a énormément de gens qui viennent à Paris pour venir voir ce qui s'y passe et donc le chiffre d'affaires se retrouve donc lissé en 12 mois et plus en un seul mois, par exemple le mois de décembre qui portait plus de 90% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, comme donc on a eu l'avènement du digital, donc les marques digitales ne présentent plus 2 collections par an comme on avait avant, printemps-été, automne-hiver, mais sont obligés donc de présenter des capsules. Certaines capsules, c'est tous les mois, voire 2 capsules par mois. Donc il y a une rapidité en fait des collections donc, qui se mettent en place. Et donc le commerce qui était un commerce qui ronronnait, qui était moi pour schématiser un peu morne et un peu triste, donc se réveille petit à petit. Et ensuite donc plein de petites marques digitales, donc on cite Cézanne, Le Style Français, Jimmy Fairley, Jemio, donc qui viennent au retail et donc comme ce sont des petites marques digitales, elles sont très très créatives, donc elles ont différentes formes finalement de s'exprimer dans le retail, donc soit par des showrooms connectés, soit des pop-up stores, soit plein d'expériences diverses et tout ça, ça fait en fait bouger le retail et les grands retailers. Merci Daniela. Sophie, on va passer à toi. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques années, donc en 2011, venait un petit ovni qui croyait en le e-commerce et la vente par abonnement de vin. Donc les chiffres sont assez parlants. 1 million de bouteilles expédiées en 2017, comme je l'ai dit. 100 000 abonnés. Quelle est la recette de succès, Sophie ? Il y a plusieurs ingrédients dans cette recette. Le premier ingrédient, déjà, c'est le lancement au bon moment. Sur le secteur du vin, il y a eu beaucoup de nouveaux modèles économiques entre 2010 et 2014. Donc nous, on arrivait en 2011. On était parmi les premiers dans les box de vin. Ensuite, nos fondateurs,
en photo, avec Jean-Michel Deluc, la deuxième personne qui est notre sommelier, notre expert, qui est ancien sommelier du Ritz. Voilà, et ensuite c'est aussi notre cible. La cible qu'on a choisie, c'est une cible qui a plutôt été mal considérée jusqu'alors par les acteurs du vin, ou voire pas considérée, un peu oubliée. Cette cible-là, c'est celle qui apprécie le vin, mais qui ne sait pas forcément en parler. Voilà. Et puis ensuite, le petit ballon, c'est aussi une image. On utilise des couleurs un peu pop, on est loin du rouge bordeaux classique. On essaye vraiment de dépoussiérer un peu cette image du vin. Et il y a aussi un ton qui est très décomplexé, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas faire des cours sur l'œnologie dans la box, mais c'est de vous parler du vin en faisant un lien avec le food, avec la culture, le livre, la musique. Enfin voilà, essayer de parler de plein de choses différentes. On a eu des thématiques sur les plantes et le vin, sur la montagne et le vin, sur le design et le vin. On a essayé de parler du vin, mais en n'étant pas très, très pointu, tout en vous donnant des connaissances. Et puis après, il y a aussi un point qui est moteur au petit ballon, c'est tout ce qui est le contenu. Martin Oanissian, le fondateur, est très attaché à ça. Donc le contenu via le magazine qu'on a dans la box, qui s'appelle La Gazette, qui est un petit magazine de 24 pages, voilà, qui est réalisé en interne. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps chaque mois. Et puis aussi tous les réseaux sociaux, bien sûr. Donc on est sur Facebook, Instagram, enfin voilà, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, donc on a un vrai, on veut être présent sur les réseaux sociaux, enfin, voilà, pour toucher notre cible et la séduire. Et ensuite, dans l'exhausteur de goût, je dirais, dans la recette, qui fait qu'on a envie de rester et d'avoir encore plus d'expérience au petit ballon, c'est justement essayer de dire qu'on est plus qu'une box et d'offrir vraiment aux abonnés une vraie expérience avec une personnalisation, un profil vin. On classe les vins par goût au petit ballon. Donc on ne va pas vous parler de région, de cépage ou autre, mais du goût. Donc un vin rouge léger qui ira très bien avec une planche de charcuterie, ou un vin blanc un peu plus complexe avec un plan sauce. Enfin, voilà, vraiment sur le goût, vous, votre ressenti. Parce que le vin, c'est quelque chose qui se partage, mais il y a aussi un ressenti très intime, très personnel, et d'avoir votre profil vin et de vous conseiller là-dedans. Et puis un algorithme de recommandation. Tout ça, c'est vraiment, on va dire, l'expérience, ça nous anime chaque jour pour performer là-dedans, pour aller encore plus loin. Et puis, petite précision aussi, c'est que dans l'équipe, on est 35. Et parmi ces 35 personnes, il y en a 5 qui sont vraiment experts en vin. Les 30 autres personnes ne sont pas expertes. Et du coup, parfois, on peut avoir des idées un peu farfelues, on peut casser les codes et on n'est pas complexé par ça. Et je pense aussi que ça nous aide. Très bien, Daniela, on le voit, les marques digitales natives comme Cézanne font toutes plus ou moins une incursion dans le monde physique. Vous, de votre côté, une librairie, un café offert, une conciergerie. Donc pourquoi cette incursion dans le monde physique et en quoi pour toi, l'événementialisation des points de vente physiques représente d'une part le futur du retail? Bon, d'abord, je vais raconter un peu l'histoire de Merci, qui, à mon avis, est un magasin qui a ouvert la voie de la différence. Parce que donc en 2009, quand il a ouvert ce magasin, donc boulevard Beaumarchais, c'était un total pari. Il s'est fixé dans un quartier où il n'y avait que des photos et des magasins de motos. Donc on s'aventurait peu dans ce quartier-là. Il n'y a pas de vitrine, une arrière-cour, un lieu qu'il fallait découvrir. Donc le fait de vouloir de construire une expérience client, donc avec 3 éléments différents qui caractérisent Merci, donc la mode, la maison, 3 restaurants, et puis divers thèmes qui sont venus chaque mois donc nourrir ce magasin, des scénographies très très importantes autour de ces thèmes, justement parce que ce magasin n'avait pas de vitrine et n'avait pas d'une façon de se voir de la rue. Et aussi donc un magasin qui est un fonds de dotation et donc qui est né sous le signe d'une grande générosité. Tout un quartier de Paris, allant du Marais jusqu'à Oberkampf, Bastille, ne cesse de grandir en fait depuis 2009 autour de ce magasin-là. Et donc il y a 10 ans, on ne pouvait absolument pas imaginer tout ce qui se passe en fait dans ce quartier.
On observe donc chez Cézanne et d'autres marques les mêmes éléments, c'est-à-dire se mettre donc dans des lieux ou des quartiers où on n'allait pas, on n'allait plus. Le fait aussi qu'il y ait d'autres activités comme des restaurants, des hôtels qui s'installent tout autour. Et donc, pour moi, le magasin devient une destination. Donc, on n'y va pas uniquement pour acheter, mais pour découvrir une marque. Et donc, cette marque crée donc des lieux cosy, jolis. Il y a des équipes accueillantes. On vous offre le café, une madeleine, comme on vient de dire. Et parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est recevoir le client comme dans une maison particulière. Je vais vous raconter un peu une petite histoire qui, pour moi, en fait, je trouve qu'on revient aux sources du commerce. Quand vous allez, je ne sais pas, dans un souk, vous allez à Istanbul, vous allez à Marrakech, on vous déroule le tapis rouge. Donc on vous offre toujours un café, on vous demande qu'est-ce que vous voulez boire, avant de pouvoir vous montrer des tapis, des bijoux. Et donc le client doit être confortable pour se sentir à l'aise chez le commerçant. Et je pense que ça, c'est très important, en fait, de revenir à ces sources du commerce. J'ai une autre aussi anecdote. Quand j'ai visité donc, le magasin Louis Vuitton, qui a ouvert son flagship Place Vendôme en septembre dernier, donc on faisait la queue. Il y avait un vendeur dédié qui, par client, vous recevez un peu comme un invité. Vous faisiez faire la visite du magasin comme un ambassadeur. Vous passiez d'un étage à l'autre, on vous racontait une histoire liée donc à la marque Louis Vuitton, sur le voyage, le parfum, les collections femmes, des spécificités sur certains, produits qui étaient faits perforés en cuir, etc. Et on était aussi dans un très très beau magasin parsemé d'œuvres d'art. Et donc, à la suite de cette visite, parce qu'on ne s'y promenait pas seul, on recevait une petite madeleine et une petite bouteille d'eau. Donc, je pense que le futur du retail est dans cette bienveillance et dans cet accueil. Et que, en fait, le client a soif de découvrir des nouveaux lieux, d'avoir des sensations différentes. Et l'événementialisation fait partie de cette visite. On va dans un magasin maintenant, un peu comme on va voir un musée ou une exposition. Et donc, il faut que le client soit surpris par le lieu, par les mises en scène diverses. Et donc, comme disait aussi Sophie, par toutes ces connexions entre la mode et la food, la mode et l'art, le lifestyle et la musique. Voilà, on a un éclectisme qui naît là depuis toutes ces années. Le magasin comme lieu de vie. Merci Daniela. Sophie, toi, sur le parcours client, donc tout comme Cézanne, vous avez commencé en ligne le Petit Ballon, puis après ça a été un showroom, puis une boutique. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus sur le parcours client ? Oui, alors oui, au début le Petit Ballon c'était un site e-commerce. Voilà, les bureaux étaient chez Martin Anessian, le fondateur rue des Dames. Et à un moment, il en avait un peu marre d'avoir son appartement un peu en mini-centre logistique et vin. Et donc, il recherchait des bureaux. Et puis, un jour, il est passé rue du Rocher. Il a vu une boutique à louer. Il s'est dit, on pourrait faire nos bureaux et puis un espace de vie pour nos abonnés, un peu un showroom. Et voilà. Et en fait, au fil des mois, on s'est rendu compte que cette boutique-là, c'est la Grande Cave. Au fil des mois, on s'est rendu compte qu'elle rentrait vraiment au service de l'abonnement parce que déjà, ça nous permettait, nous, d'avoir des retours clients directs. On pouvait savoir ce qu'ils avaient pensé des vins, quelles étaient leurs attentes, comment on pouvait améliorer un peu l'abonnement. Et puis, après aussi, de proposer l'abonnement sans frais de port, c'est-à-dire avec un prix d'appel à 19,90 parce qu'on a des frais de port à 3,90. Et puis, aussi, le troisième point, on s'est rendu compte que quand les personnes arrivaient en boutique, elles rachetaient aussi les vins. Elles retrouvaient des vins qu'elles avaient reçus, qu'elles avaient appréciés, qu'elles avaient envie de racheter. Donc voilà, avec tout ça, on s'est dit il y a un potentiel quand même sur cette boutique qui est pas mal pour nos abonnés, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas abonnées, c'est-à-dire qui sont dans un bureau à côté, qui ont besoin d'une bouteille de champagne à 18h30 pour un dîner et qui passent au Petit Ballon pour la prendre. Donc finalement, cette boutique, elle a, au fil du temps, elle est devenue vraiment une boutique, un caviste. Et puis, on a la volonté aujourd'hui d'aller plus loin, d'ouvrir une deuxième boutique prochainement d'ici l'été,
la boutique aujourd'hui qu'on a, elle réinvente pas le retail sur le vin, mais on a vraiment aujourd'hui un concept fort de boutique qu'on veut mettre en place. Donc voilà, ça devrait arriver. Et puis aussi pour vous donner une petite idée sur le fait que, la boutique entre au service de l'abonnement, mais aussi notre site internet tracte beaucoup cette boutique. On a 20 000 box en 2017 qui ont été récupérées à la boutique. Donc ça veut dire 20 000 personnes qui sont rentrées dans cette boutique juste pour récupérer la box, mais qui derrière ont pu acheter du vin, voilà. Donc voilà, et donc notre volonté est d'ouvrir une deuxième boutique et puis aussi d'aller encore plus loin dans cet objectif de stratégie cross-canal, parce qu'il y a vraiment des complémentarités folles entre le digital et le retail, et puis et de proposer des services de livraison, du click and collect, de la livraison express. Voilà, ça c'est des gros sujets qui arrivent, qui nous animent. Daniela, donc on parle beaucoup d'une manière de travailler différente. Quels sont tes conseils aux retailers qui sont dans la salle par rapport à... depuis ce matin, on parle beaucoup de la concurrence des géants du e-commerce comme Amazon. Comment toi, tu le ressens et quels sont tes conseils pour y faire face ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de concurrence entre les grands retailers comme Amazon et puis plein de marques qu'on cite maintenant. D'abord parce que si chaque marque garde sa spécificité, en fait, sa spécificité de collection, son accueil, son parcours client, voilà, Amazon, c'est génial et on en a besoin, mais en fait, les deux sont complémentaires et ils peuvent s'enrichir les uns les autres. Ensuite, je pense que donc, on a redit donc le client est au cœur de tout ce processus et qu'il faut toujours garder en tête donc cette phrase donc le client est roi. Et donc il est indispensable donc dans le futur, c'est-à-dire qu'on aura le digital et le retail. Mais dans le retail, on a des vendeurs et des clients. Et en fait, c'est cette relation entre vendeurs et clients qui est spécifique. Et celle-là, on ne pourra pas la remplacer. Quoi qu'il se passe, voilà, on ne pourra pas la remplacer. Et ça sera complémentaire. Donc, l'humain au cœur de la transformation numérique. Sophie, en 2017, je ne sais pas si vous le savez, mais Vente Privée a pris une participation majoritaire dans le Petit Ballon. Finalement, Vente Privée s'est essayé au commerce de vin par abonnement et s'est rapproché du Petit Ballon pour sa spécificité et son savoir-faire. Qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement quand on travaille avec un grand groupe comme Vente Privée? Quelles sont les synergies entre les petits et les grands? Oui, alors l'histoire avec Vente Privée, elle a commencé il y a 2 ans. On s'est rencontrés, l'équipe 20 du Petit Ballon a rencontré l'équipe 20 de Vente Privée sur un salon. Ils ne sont pas venus nous voir parce qu'ils avaient lancé Click and Collect et qu'ils avaient arrêté et que du coup, ils voulaient trouver un acteur bien spécifique sur l'abonnement. Ils sont venus nous voir parce qu'ils aimaient bien la façon dont on parlait du vin, notre ton, notre classification des vins, notre profil et tout ce côté un peu de personnalisation et d'algo de recommandation. Donc voilà, donc avec Vente Privée aujourd'hui, tout est un peu à faire dans l'expérience en fait. C'est repenser l'expérience d'achat de vin en ligne. Aujourd'hui, en 2017, il y avait 10% des vins achetés, 10% des achats de vins se sont faits sur Internet en 2017 environ. Et il y a 417 sites e-commerce qui vendent du vin. Et donc cette croissance de 10%, elle est en perpétuelle croissance, mais un peu en ralentissement. Donc il y a encore beaucoup de choses à imaginer, tout est à faire. Et donc avec Vente Privée, on est vraiment dans une logique de repenser cette expérience de shopping en ligne sur le vin, de parler du vin différemment, de le vendre différemment, de proposer une livraison qui soit parfaite. Voilà, il y a tout à imaginer sur ce domaine. On a envie d'aller très loin. Donc une dernière question pour le peu de temps qu'il nous reste, plutôt un conseil ultime que vous pourriez donner aux personnes présentes dans la salle pour leur stratégie retail, toutes les deux. Moi, j'ai un premier conseil qui est le conseil de l'humain. Donc le retail, il y a d'abord des gens qui travaillent dans le retail. Voilà, ce sont eux qui sont là tous les jours, voilà, qui vous déballent vos collections, qui les mettent en place dans les magasins, qui reçoivent le client. Et je pense qu'il faut les écouter parce que c'est eux qui font toutes les remontées du terrain.
parce que sans le terrain, pour moi, voilà, je suis quelqu'un de terrain, donc je ne vois pas voilà, comment on pourrait s'en sortir. Et aussi de rester toujours très exigeant sur la qualité, donc cultiver sa différence, se renouveler tout en se réinventant chaque jour, rester bienveillant. Voilà, c'est ça mes conseils. Finalement, retour aux fondamentaux. Exactement. Sophie, ton conseil? Pour ma part, nous aujourd'hui on a une seule boutique au Petit Ballon qui est une boutique labo, mais on va se lancer sur une vraie stratégie retail. Mais je pense à retenir, voilà, c'est ce que tu disais, c'est vraiment le terrain. Aujourd'hui, quand on imagine des opérations en boutique, on voit Eric, notre sommelier caviste, et on dit à ton avis, qu'est-ce qui va marcher, quels sont les retours des clients? C'est lui qui connaît vraiment les clients, il sait ce qui marche, c'est quel vin marche. Enfin, c'est vraiment avec eux qu'il faut construire tout ça et bien le garder en tête. Voilà, quand on aura 10 boutiques, 15 boutiques, et bien le garder en tête. Et puis après, c'était une petite remarque juste, moi en tant que consommatrice et qui va beaucoup en retail. Parfois j'ai l'impression qu'au nom du tout digital, on met une tablette dans une boutique, dans un coin, mais c'est pas forcément bien intégré à un parcours client. Voilà, on a mis une tablette parce que c'est pour le digital et en fait parfois elle marche pas cette tablette ou c'est les enfants qui ont fait tout bugger. Voilà, et encore il y a 3 jours, je suis entrée dans une boutique, il y avait une tablette et une plante verte qui la cachait et parfois j'ai l'impression que le digital est intégré comme un gadget et pas dans un parcours et dans une vraie logique. Voilà, c'était une petite remarque, mais j'avais pas de conseils précis. Donc on évite les gadgets. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre témoignage.